La propriété universelle du quotient. Il est souvent délicat de définir une application sur un ensemble de quotients pour la simple raison qu'on utilise souvent des représentants des classes d'équivalence et après il faut démontrer que l'application qu'on définit est bien définie et ne dépend pas du représentant mais seulement de la classe. À titre d'exemple, montrons la proposition suivante. Soit G un groupe cyclique d'ordre n, alors G est isomorphe au groupe cyclique standard d'ordre n, Z modulo nz. Donc pour démontrer ça, on a envie de définir, par exemple, une application de Z modulo nz dans G. Donc on prend un générateur, soit petit g dans G, un générateur, donc qui est d'ordre n, hein, par hypothèse, et on va définir une application f de Z modulo nz dans G. On a envie d'envoyer la classe de x sur G puissance x, où x est donc un représentant de sa classe. Donc on est obligé de démontrer que cette définition ne dépend pas de la classe de x. Ça se fait très bien, hein. F est bien défini comme application. Si jamais on a un x, y des représentants de la même classe, donc pour x, y des entiers relatifs, alors on doit montrer que g puissance x est égal à g puissance y. En effet, comme x et y représentent la même classe, x moins y, x est congru à y modulo n, c'est-à-dire n divise la différence. N divise la différence x moins y. Donc cela veut dire que donc il existe un entier m tel que x moins y est égal à m fois n. Et donc du coup, x est égal à y plus m fois n. Et alors, g puissance x est égal à g puissance y plus m fois n est égal à g puissance y fois g puissance mn. Et donc, on va écrire g puissance mn comme g puissance n à la puissance m, et en utilisant que g est d'ordre n, g puissance n est neutre, et donc au final, on a bien g puissance y. Donc l'application est bien définie. Et une fois qu'on a établi que l'application est bien définie, on montre directement que f est un morphisme de groupe. Si j'ai deux éléments x et y dans le groupe, maintenant les classes x et y sont des classes quelconques dans Z modulo nz. Alors par définition, la somme des classes, c'est la classe de la somme. Et par définition de f, ça c'est g puissance x plus y, qui est égal à g puissance x que multiplie g puissance y. Et donc ça c'est égal à f de la classe de x que multiplie f de la classe de y. Donc f est un morphisme. Le groupe. De plus,
comme f de la classe de x, c'est g puissance x, et g engendre le groupe G, on voit bien que f est surjectif. L'image de f, c'est G tout entier. Comme les groupes Z modo NZ et G sont tous les deux d'ordre n, une application surjective entre deux ensembles finis du même cardinal est forcément injective, et donc f est une bijection. Et donc un isomorphisme. Ça termine la démonstration. Donc c'est une démonstration tout à fait correcte, mais voilà, ce qui est donc embêtant, c'est que chaque fois, il faut vérifier que les applications qu'on définit sont bien définies. Alors la propriété universelle du quotient, dont je vais parler dans ce paragraphe, résout ce problème une fois pour toutes. C'est donc un énoncé qui nous permet d'éviter dans la suite de démontrer que les applications sont bien définies. On le fait une fois pour toutes. Alors la proposition universelle du quotient se formule comme ceci. Donc soit G un groupe, de manière très générale, soit G un groupe, et H un sous-groupe distingué de G. Alors, on veut donc définir des morphismes sur le groupe quotient G mod H. Et normalement, c'est des morphismes qui partent toujours du groupe G. Donc soit F un morphisme de G dans G', où G' est un groupe quelconque. Donc je pars d'un morphisme de groupe de G dans G', et on va avoir une condition pour que ce morphisme nous donne, on dit ce morphisme NV, un morphisme défini sur le quotient. Et la condition, c'est la condition que H soit contenu dans le noyau de F. Donc si H, le sous-groupe distingué de G, est contenu dans le noyau de F, alors il existe un et un seul morphisme qu'on va noter F bar, défini sur le quotient, à valeur d'un G', tel que F bar de la classe d'un élément du quotient, donc je vais le noter X bar comme précédemment, ou si vous préférez, vous pouvez écrire XH, la classe à gauche de X modulo H. C'est-à-dire que F bar de X bar, en fait, c'est l'image par F du représentant X de la classe de X. De plus, on a l'image de F bar est égale à l'image de F, ça se voit tout de suite avec la formule précédente, et le noyau du nouvel morphisme, on le connaît aussi, en fait c'est le noyau de F quotienté par H, qui est donc un sous-groupe de G quotienté par H. Alors, faisons la démonstration. Donc c'est ici qu'on va définir, on va montrer une fois pour toutes que cette application F bar, qu'on va définir par cette formule-là, est bien définie. Donc on va définir, on va d'abord montrer l'existence de F bar, soit donc F bar, l'application de G mod H dans G', définie par F bar de X bar, c'est F de X. Donc on montre que F bar est bien défini. Donc supposons que
j'ai deux représentants pour la classe de x dans le quotient. Donc je veux démontrer que f de x égale à f d'y. On doit montrer que f de x égale à f d'y. Autrement dit, l'image de f bar de x bar ne dépend pas de x, mais dépend uniquement de sa classe. Comme x bar est égal à y bar dans le quotient, on a y moins 1, c'est tout ça la relation d'équivalence sur G qui donne lieu au quotient G modulo H, on a y moins 1 x dans H. Donc posons H, cet élément y moins 1 x, qui est donc dans H. Donc on a du coup x égale YH. Et donc, si je calcule les images par f de x, c'est f de YH, c'est f de y, que multiplie f de h. Or, le sous-groupe h est contenu dans le noyau, donc f de h, c'est l'élément neutre de G', que je vais noter E'. Et donc, j'obtiens f de y. Et voilà, ça montre donc que l'application f bar est bien définie, parce que f d'x est égal à f d'y, si jamais x et y représentent la même classe. De plus, f bar est bien défini. De plus, f bar est un morphisme. Montrons que f bar est un morphisme de groupe. C'est très facile, hein. F bar de x bar, y bar. Maintenant, je prends deux classes quelconques x bar, y bar de G mod H. Donc, par définition, on voit l'analogue avec la démonstration de la proposition précédente. Par définition de la loi interne sur le quotient, le produit des classes, c'est la classe du produit. Alors, f bar sur une classe, c'est f d'un représentant. Et f étant un morphisme, f d'x, y, c'est f d'x fois f d'y. Alors, ça, c'est donc f bar de x bar que multiplie f bar de y bar. Et f bar est donc un morphisme. Voilà, donc ça montre l'existence de f. Alors, l'unicité, c'est vraiment très facile, parce que l'unicité d'une application f bar qui a cette propriété-là, l'unicité demandait, il existe donc on dit qu'il existe un seul morphisme f bar, tant que f bar de x bar égale f de x. Alors, comme tout élément de G mod H est de la forme x bar, on voit tout de suite, si on en a deux, qui sont égaux. Si j'ai encore une application, disons, h du quotient G mod H dans G', qui a la propriété que h de x bar égale f de x, alors, comme tout élément de G mod H est de la forme x bar, j'ai f bar de x bar égale h de x bar. Donc, l'injectivité, l'unicité de f bar est triviale. Et puis, il faut donc remarquer que l'image de f bar est égale à l'image de f. Ça, c'est facile aussi. Comme f bar de x bar, c'est f de x, quel que soit x bar dans G mod H. On voit tout de suite que l'image de f bar est égale à l'image de f. Donc, les deux morphismes à valeur d'un G' ont la même image. Donc il nous reste à montrer
que le noyau de f bar, que c'est le quotient du noyau de f par h. Alors qu'est-ce que c'est que le quotient? On peut le voir, cette égalité, comme une égalité de sous-ensemble du quotient. Qu'est-ce que c'est que ker f modulo h? Ker f modulo h, c'est simplement la classe, c'est l'ensemble des classes des x, ou modulo h, où x parcourt le noyau de f. Ça, c'est par définition ce que c'est ker f modulo h. Ker f est un sous-groupe de G contenant h, et on a défini l'ensemble quotient comme étant la classe à gauche d'éléments de ker de f modulo h. En fait, c'est un groupe, parce que h est distingué dans G, donc il est aussi distingué dans ker de f, c'est facile à voir. En fait, c'est aussi un groupe. Mais ici, ça n'a pas d'importance, on démontre simplement qu'on a cette égalité de ker de f bar avec ker de f mod h en tant qu'ensemble. Après avoir démontré cette égalité, automatiquement, ker de f mod h est un sous-groupe de G mod h, parce qu'il est égal au noyau de f bar, qui est un morphisme, et donc c'est un sous-groupe de G mod h. Donc montrons cette égalité. Bon, ben ça se démontre en montrant les deux inclusions. Soit on va d'abord prendre un élément dans ker de f bar. Donc on a donc il faut qu'on démontre que x est dans le noyau de f. Mais ça c'est très facile, parce que qu'est-ce que c'est que f de x? F de x c'est f bar de x bar. Et comme x bar est dans le noyau de f bar de x bar c'est l'élément neutre de G'. Et donc x est dans le noyau de f. Et avec ça, x bar est dans le noyau de f modulo h. Et réciproquement, si x bar est dans le noyau de f modulo h, on a x dans le noyau de f, et donc f bar de x bar, par définition de f bar c'est f de x, et comme x est dans le noyau de f, il est égal à e'. C'est-à-dire x bar est dans le noyau de f bar, et on a démontré l'égalité des deux ensembles. Voilà, donc ça c'est la propriété universelle du quotient. Et maintenant, comme application, montrons à nouveau la proposition de tout à l'heure. Donc ça, j'ai un groupe cyclique d'ordre n, où n est un entier naturel quelconque. Alors, G est isomorphe au groupe cyclique standard Z modulo nz. Groupe cyclique standard d'ordre n, Z modulo nz. Et maintenant, la démonstration, vous allez voir, ça va être très, très propre. Donc, pour définir un morphisme sur un groupe quotient, on va désormais toujours, dans un premier temps, définir le morphisme sur le groupe dont on va prendre le quotient. Donc en fait, je vais définir f non pas sur Z modulo nz, mais sur Z, soit f l'application de Z dans G définie par f de x égale à G puissance x, ou x dans Z. Ou, comme précédemment, G est un générateur qu'on a choisi une fois pour toutes. Je fixe une fois pour toutes un générateur petit g de G, et j'ai défini f, l'application f, par f de x, c'est G puissance x. Alors on a vu les propriétés de l'écriture G puissance x dans un groupe. Hein. On a f de x plus y
c'est g puissance x plus y, et on a vu que g puissance la somme de deux entiers, c'est g puissance x que multiplie g puissance y, et donc c'est f de x que multiplie f de y. Autrement dit, f est un morphisme de groupe. F est un morphisme de groupe. F est donc un morphisme de groupe défini sur Z. Maintenant, on veut avoir un morphisme qui part de Z modulo nz. Donc pour ça, on va utiliser la propriété universelle du quotient. Donc montrons la condition pour appliquer la propriété universelle du quotient, c'est qu'il faut montrer que le groupe par lequel on veut quotienter, donc c'est le sous-groupe par lequel on veut quotienter, nz ici, il faut démontrer qu'il est contenu dans le noyau de f. En fait, c'est une condition suffisante et nécessaire. On peut le voir aussi si l'application f bar dans la proposition précédente existe, automatiquement le sous-groupe distingué H est contenu dans le noyau de f. Donc on va montrer nz est contenu dans le cœur de f. Nz est engendré par n, donc je vais déjà commencer par montrer que n est dans le noyau de f. Qu'est-ce que c'est que f de n? C'est g puissance n. Et comme g est d'ordre n, le groupe g est d'ordre n, le générateur petit g est d'ordre n, donc g puissance n est égal à e'. D'où n est dans le noyau de f. Mais comme nz c'est le plus petit sous-groupe de z contenant n, et ker de f c'est un sous-groupe de z qui contient n, on en déduit donc que nz est contenu dans le noyau de f. Voilà, et donc d'après la propriété universelle du quotient, il existe un morphisme, et un seul, mais ça ne nous intéresse pas, l'unicité ici, je veux juste construire un morphisme, il existe un morphisme de groupe f bar du quotient, tel que f bar de la classe de x, c'est f de x. Donc en fait, c'est g puissance x comme tout à l'heure. On construit le même morphisme, mais on a fait l'économie de cette vérification un peu pénible que si on définit le morphisme f bar directement, qui ne dépend pas du représentant x, de la classe de x. Voilà, donc on a notre morphisme de groupe. Alors de plus, la propriété universelle, la proposition de la propriété universelle nous dit que l'image de f bar, c'est l'image de f. Or, l'image de f contient le générateur petit g de g. Donc en fait, l'image de f est égale à g tout entier. Donc f bar est surjectif. Et comme là encore, z modulo nz est d'ordre n et g aussi, une application surjective entre deux ensembles finis du même cardinal est forcément une bijection. Donc f est un isomorphisme. De groupe. Voilà. Et donc, voilà, cette démonstration, c'est peut-être une question de goût, mais elle est plus propre parce qu'on n'a plus besoin de vérifier que telle ou telle application f bar, définie sur le quotient, est bien définie. Donc, la propriété universelle du quotient, ça sert à ça.